Bonjour tout le monde. Je m'appelle Audrey Biette. Je suis à la maîtrise au laboratoire de Jean-Martin Bélanger pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis ma présentation va faire beaucoup de pouces sur ce qu'on vient de voir avec la présentation à Maxime. Dans le fond, moi, le titre ici, c'est l'amélioration de la cartographie des zones de mobilité, mais plus précisément, vous allez voir, là, je cherche à intégrer en fait les événements extrêmes dans la cartographie de la mobilité des cours. Fait que mon introduction va toucher à des choses que Maxime a déjà nommées, mais on va passer à travers malgré tout. Fait que je commence. Donc, pourquoi est-ce qu'on cherche à cartographier la mobilité fluviale au Québec? Certainement parce qu'on remarque, en fait, qu'à cause notamment des changements climatiques, mais aussi de l'augmentation des pressions anthropiques, qu'il y a un changement dans la fréquence et l'intensité des crues qu'on va observer sur notre territoire. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on doit, en fait, c'est qu'on est de moins en moins en mesure de s'appuyer sur nos données historiques pour pouvoir prévoir le futur. Donc, le résultat ici, c'est que certaines de nos méthodologies deviennent obsolètes sous l'augmentation de ces pressions-là. Euh, et donc, il est là l'intérêt, en fait, de venir cartographier adéquatement la mobilité au Québec. Pour s'assurer qu'on répond aux enjeux de sécurité publique, mais aussi là, au niveau de l'aménagement du territoire. Vous les avez vus tantôt, mais donc je ne rentre pas dans le détail, mais donc en 2024, le ministère de l'Environnement a publié un guide méthodologique qui permet de mettre à jour la cartographie des zones inondables, mais aussi de donc générer les nouvelles cartes associées à la mobilité. Et dans ce guide-là, on va le proposer deux enveloppes, donc le court terme et le long terme. Puis, dans le même diagramme que vous avez vu, au niveau de la détermination des zones de mobilité, si on se concentre surtout à la gauche du diagramme, on vient en fait, au niveau de la mobilité, mesurer la mobilité moyenne annuelle. Donc, dans ce diagramme-là, ce qu'il n'y a pas, dans le fond, c'est l'intégration des événements extrêmes dans la cartographie. Et dans les événements récents qu'on connaît tous, les crues de Charlevoix ou la rivière des Morts, qui est un tributaire de la rivière du Gouffre, s'est fortement élargie et a amené avec elle plusieurs roulottes et chalets. C'est un événement là, qui n'était pas prévu, du moins là, sur les cartographies des zones inondables, mais encore moins parce que la cartographie de la mobilité n'existe pas encore, mais à venir. Et donc, d'où l'intérêt, en fait, d'inclure les événements extrêmes, d'essayer de caractériser le plus près de la réalité possible ce genre d'événements-là dans notre cartographie. Donc, ce que je suis venue faire dans mon projet, c'est d'abord, je me suis questionnée sur comment est-ce qu'on peut cartographier efficacement la mobilité fluviale qui est induite par des événements extrêmes qu'on appelle la mobilité événementielle. Et c'est quelles méthodologies qui sont les mieux adaptées dans notre contexte à nous. Et pour faire ça, j'ai développé et testé différentes approches méthodologiques qui permettent d'intégrer cette mobilité-là. Donc, pour les sites d'études sur lesquels j'ai travaillé, on en a deux. Donc, la rivière Mont-Louis en Gaspésie et la rivière du Gouffre là, à Charlevoix. Et au niveau de la méthodologie, là, j'ai vraiment divergé de ce qui est proposé dans le guide méthodologique du ministère. Donc, pour la caractérisation de la migration latérale, ce que je suis venue faire d'abord, c'est de segmenter mes cours d'eau en tronçons homogènes. Le tronçon homogène, il est simplement identifié à l'aide des photographies aériennes récentes, où on identifie un style fluvial sur ces photographies-là qui nous permet en fait de dire que la dynamique, là, dans ce cas-ci, dynamique fluviale va être, là, somme toute, homogène à l'intérieur de ce secteur. Ensuite, ça, la méthodologie demande à ce qu'on travaille uniquement avec le chenal principal. Donc, dans ce contexte-ci, on vient retirer là, tous les chenaux secondaires ou les secteurs en évolution. Ensuite, au niveau de ma résolution spatiale, j'ai choisi de travailler avec des transects espacés au mètre. Et au niveau de ma résolution temporelle, j'ai choisi de fonctionner avec des paires de périodes. Vous en avez un exemple là, juste à côté. Et au niveau des calculs des taux de migration latérale, ça a été calculé avec DSS. DSS, c'est juste un autre outil qui permet là, de mesurer le déplacement des berges historiques. Maintenant, si je reviens très rapidement sur le choix de ma résolution spatiale et temporelle, il faut comprendre que mon objectif ici, c'est de caractériser la mobilité événementielle. Et donc, si on suit ce qui est recommandé en guide méthodologique du ministère, ce qu'on vient faire, c'est une analyse de la mobilité en prenant toutes les périodes pour lesquelles on va avoir là, des données pour un cours d'eau. Donc, nécessairement qu'en suivant cette méthodologie-là, on vient sous-estimer l'impact d'un événement extrême ou de plusieurs événements extrêmes dans nos analyses.
Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de y aller par paire de périodes. Donc, c'est des périodes consécutives au niveau des photographies aériennes. Et pour la résolution spatiale, l'objectif, c'était vraiment d'aller extraire le plus possible, le plus d'informations possible sur la dynamique morphologique de mes secteurs, mais aussi de peut-être essayer de voir s'il n'y a pas des secteurs qui réagissent différemment à certaines crues à l'intérieur du tronçon homogène. Cette méthodologie m'a permis de générer tout d'abord des matrices spatio-temporelles. Je vais vous les décortiquer en détail pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais l'objectif de ces matrices-là, c'est de se donner une idée générale de la dynamique, dans ce cas-ci, de la migration latérale de chacun de mes tronçons. Donc là, ce que vous avez, c'est deux matrices spatio-temporelles, berge gauche et berge droite, pour la rivière Mont-Louis. À l'horizontale, ici sur l'axe des X, vous avez la distance amont-aval où le 0 représente l'embouchure. À la verticale, on a les différentes périodes. Donc là, c'est les mêmes périodes que je vous ai montrées sur la slide précédente. Les lignes pointillées dans les matrices font référence simplement à la limite entre chacun des tronçons homogènes et vous les avez affichées à la gauche. Ensuite de ça, la légende, c'est de la migration évidemment en mètres par année. Tout ce qui est en bleu est associé à des secteurs en accumulation et tout ce qui est en rouge est associé à des secteurs en érosion. Maintenant, les cellules représentent une distance de 100 mètres. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'ai travaillé avec des transects qui étaient espacés au mètre, mais là, l'objectif, c'est d'avoir une idée générale de ma dynamique fluviale. Donc, je suis venue appliquer une méthode d'agrégation sur mes tracés qui m'a permis, en fait, de faire une moyenne des transects à tous les 100 mètres. Donc, les couleurs que vous avez dans les matrices, c'est une donnée moyennée de mes transects au mètre. Donc, évidemment qu'il y a une certaine perte d'information ici, mais encore une fois, l'objectif, c'est juste d'avoir une idée générale. Et enfin, les cellules assurées, c'est simplement des secteurs pour lesquels j'ai retiré les données parce que là, on avait des abus. Puis là, on peut passer beaucoup de temps sur ces matrices-là, puis on va se concentrer uniquement sur la période la plus dynamique en termes d'érosion, donc la période 1975-1981 pour la rivière Mont-Louis. Puis je comprends que des cellules, ça ne dit pas grand-chose à tout le monde, fait que j'ai fait un petit GIF qui permet en fait de voir la différence entre les deux années. Et, ce qu'on observe, c'est surtout, là, ça va aller vite, là, mais une augmentation de la charge sédimentaire, puis peut-être un élargissement du chenal. Donc, pour un peu valider ces observations-là, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai généré cette matrice ici, qui est le type de mobilité. Cette matrice-là a été générée tout simplement en combinant les deux matrices que je viens de vous présenter. Puis, parce que j'ai une donnée berge gauche, berge droite, je suis ensuite en mesure de savoir si on se trouve en situation de migration latérale, d'élargissement ou de rétrécissement. Et donc, si on regarde pour la période 1975-1981, ben, on semble là, avoir un signal qui est davantage vers l'élargissement que la migration latérale. C'est un peu là, ce que nos photos nous ont montré. Ensuite, une fois que j'ai généré mes matrices spatio-temporelles, j'ai généré des distributions des valeurs possibles. Dans ce cas-ci, on peut aussi appeler ça des distributions des valeurs observées. Donc, ce que vous avez, on est encore dans la rivière Mont-Louis, le même tronçon. Ce sont là, des courbes cumulées de l'érosion. Là, dans ce cas-ci, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue retirer de mon analyse tous les secteurs en accumulation parce qu'évidemment que ces secteurs-là ne présentent pas le même enjeu de sécurité. Et donc là, ces distributions-là me permettent en fait d'extraire des statistiques. Là, dans ce cas-ci, j'ai extrait les percentiles. Ultimement, ces percentiles-là vont m'aider à générer les cartographies de la mobilité que je vais vous montrer un peu plus tard. Voilà. Super. Donc là, on va rentrer dans la production cartographique pour la migration latérale. Donc, nous, on s'est d'abord inspiré de ce qui se fait en géomorphologie côtière. Donc, pour la projection du déplacement de la ligne de rivage, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un déplacement moyen annuel d'une période récente, auquel ils vont venir ajouter le recul événementiel maximal pour l'ensemble de la période d'observation. Puis ils vont le projeter ça sur un horizon. Nous, on a pris ça, puis on l'a adapté à nos besoins. Il y a beaucoup d'informations, je vais l'expliquer en détail. Donc, ça se fait en 3 étapes. La première étape, c'est de faire le calcul de la migration latérale annuelle moyenne. Ultimement, ce que ça veut dire, ça, c'est de faire l'analyse de la mobilité pour toutes les périodes en un coup, ce qui nous permet en fait d'obtenir une valeur de pente de régression linéaire. Et c'est cette valeur-là, donc de régression linéaire, qui va être projetée sur un horizon de 50 ans.
Donc, c'est ce qui m'amène en fait au M50 latéral. Donc là, c'est vraiment la projection sur 50 ans de la migration latérale. Une fois qu'on a généré cette première enveloppe-là, on vient générer une seconde enveloppe, donc celle qui est associée à la mobilité événementielle. Elle est projetée à partir des limites du M50, donc c'est pour ça qu'elle vient en dernier. Et donc là, on fait le M50, on va chercher la valeur du 95e percentile de la période la plus mobile. Donc là, dans ce cas-ci, si je vous présente, je vous représente en fait la rivière Mont-Louis, la période la plus mobile, ça a été 1975-1980. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens générer des courbes cumulées, des descriptions des valeurs possibles, mais associées maintenant uniquement à la période 1975-1981, ce qui me permet en fait d'aller chercher ces valeurs de 95e percentile pour chacune des berges. Et là, au niveau cartographique, un résultat brut, c'est quelque chose comme ça ici. Où en bleu, vous allez avoir le tracé le plus récent pour la rivière Mont-Louis, donc celui de 2022. En rose, on a le M50 latéral. Donc, c'est la projection de la migration latérale annuelle moyenne pour ce tronçon-là. Et en rouge, on a là, cette enveloppe associée à la mobilité événementielle. Là, comme vous pouvez voir, c'est des valeurs de 72 et de 52 mètres additionnelles à l'enveloppe de M50. Donc, c'est sûr qu'en regardant ça, on peut se dire que c'est des enveloppes qui sont pas nécessairement exagérées parce que c'est des vraies valeurs, mais qui sont peut-être peu probables là, au niveau d'un événement extrême. Donc, si on regarde le secteur en... Je sais pas si vous voyez ma souris, ouais. Au niveau de la migration latérale, ben, on a un secteur de une soixantaine de mètres, puis là, on vient ajouter là, un 72 mètres ici. C'est peut-être peu probable. Donc, ce qu'on propose, dans le fond, au final, ici, c'est de venir diviser ces valeurs-là par la période. Donc là, on a une période ici de 6 ans, ce qui nous fait un résultat d'enveloppe événementielle de 12 mètres et de 8 mètres. Moi, je suis personnellement beaucoup plus confortable avec ces données-là parce que ça nous permet en fait de générer une marge de sécurité, si on veut, dans le contexte où le M50 là, se fait dépasser très rapidement, donc en moins de 50 ans, là, à cause d'un événement extrême ou de plusieurs petits événements. Évidemment, il faut valider la méthode. Puis dans la validation de la méthode, on cherche à évaluer si le choix du 95e percentile est vraiment le bon. Puis aussi de voir, juste de comparer un peu le choix méthodologique qu'on fait avec l'événement extrême. Là, ce que je vais vous présenter, ça va être sur la rivière du Gouffre. La rivière du Gouffre, elle est intéressante à valider parce que l'événement extrême, il est récent, donc date de 2022. Un premier constat, mais pas un premier constat, excusez, mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même analyse que je viens de vous expliquer. On se trouve sur la rivière du Gouffre. Par contre, là, à droite, vous avez la même analyse, donc le M50 et l'enveloppe de la mobilité événementielle, mais où je suis venue retirer toute l'information associée à 2023. Ce qui me permet en fait de venir comparer les résultats. Et ce que vous avez en bleu, c'est le tracé de 2023. Donc là, vous pouvez voir que pour l'analyse qui prend jusqu'à 2018, on a une différence qui est assez majeure au niveau de la berge convexe de ce méandre-là. Ce qui pourrait peut-être expliquer ça, c'est associé à la numérisation. La numérisation, ça permet, on génère un polygone sur des photographies aériennes qui nous permet ultimement d'avoir la position des berges gauches et des berges droites. Et là, vous avez la différence entre 2023 et 2018. Il faut savoir aussi que la photographie aérienne de 2023 a été prise, je n'ai pas la date exacte, mais quelques semaines après l'événement de Q. Ce qui fait qu'il y a certains secteurs, à mon humble avis, qui ont peut-être été surestimés dans la numérisation du polygone. Et là, c'est moi qui ai fait la numérisation, fait que c'est moi qui ai surestimé. Mais cette réflexion-là apporte des questionnements à savoir, lorsqu'on a accès à ce genre de données-là, donc des photographies aériennes qui ont été prises peu de temps après des événements extrêmes, c'est super intéressant pour l'analyse, pour essayer de comprendre les événements extrêmes. Par contre, il y a des réflexions à avoir sur la méthodologie qu'on applique pour numériser ces cours d'eau. Parce que de façon générale, ce qu'on fait, c'est qu'on numérise le niveau plein bord. Et le niveau plein bord, ce que ça dit essentiellement, c'est qu'on vient numériser pas juste là où il se trouve de l'eau, mais là où il n'y a pas de végétation. Donc, c'est pour ça que je suis venue numériser peut-être trop large parce que, à mon humble avis, ça faisait partie de ma compréhension du niveau plein bord. Un deuxième secteur avec un problème qui va être similaire. Et donc, on a là, les deux berges, encore deux berges convexes là, de deux méandres. Puis, essentiellement, ce que je remarque, en tout cas, c'est au niveau, encore une fois, de la numérisation. Ce qui est quand même intéressant, ce qui est quand même pas intéressant, mais
comment dire? Je vais continuer. Je vais juste présenter en fait le troisième secteur, qui est celui-là ici. Encore une fois, c'est toujours le même tronçon, c'est juste que je monte en aval, en amont sur le cours d'eau. Puis on va voir le quatre petits secteurs ici. Où ce que la différence, elle est. Là, ça n'a pas été évalué quantitativement, mais j'aurais tendance à dire qu'il est non significatif. Et donc, ultimement, ce secteur-là, contrairement aux autres où on remarque une erreur de numérisation, me donne confiance dans la méthode, mais aussi dans le choix du 95e percentile. Parce que si j'avais pris un percentile qui était plus faible, par exemple le 75, on aurait encore moins pris le tracé associé là, à l'événement extrême de 2020. Donc, voilà. Je termine avec une courte discussion en fait sur le choix de ma résolution spatio-temporelle. Donc, je vous rappelle, j'ai travaillé avec des transects qui sont espacés au mètre, puis j'ai travaillé avec des paires de périodes. Dans le guide méthodologique, donc, on fait avec l'ensemble de la période, mais on travaille aussi avec une résolution spatiale qui est au 10 mètres plutôt qu'au mètre. Donc, au niveau des avantages, c'est que ça permet évidemment de ne pas venir sous-estimer la mobilité extrême lorsque c'est ce qu'on cherche à cartographie. Ça permet d'identifier des périodes qui ont été plus dynamiques. Ça permet d'identifier aussi des secteurs qui sont peut-être plus sensibles ou susceptibles à subir de la mobilité extrême. Cependant, oui, c'est ça. Ça permet aussi de venir prendre en compte la migration amont-aval. Là, ce que je veux dire ici, je vous donne deux exemples, c'est de la rivière Mont-Louis aussi. La migration amont-aval, c'est des dynamiques très particulières qu'on va observer dans les méandres entre 2 années de photographie aérienne où le méandre, plutôt que de migrer latéralement, va migrer vers l'avant. Puis vous avez là, ces deux exemples ici. Et ma résolution spatiale, donc le transect ou mètre, permet d'aller chercher un détail assez intéressant à ce niveau-là, pas toujours lorsque la migration vers l'amont, elle est très prononcée. Par contre, c'est vraiment la résolution temporelle qui me permet d'aller chercher cette dynamique-là qui est très particulière. Donc, ce que vous avez ici à droite, c'est exactement le même secteur que la photo à gauche. Par contre, c'est lorsque je suis venue faire la caractérisation de la migration latérale annuelle moyenne. Donc, l'ensemble des données pour lesquelles on a de l'information sur un cours d'eau. Et donc, vous comprenez assez rapidement que cette dynamique très particulière, on la perd dans cette analyse-là. Et excusez. C'est ça. Donc, c'est des secteurs qui vont demander certainement une analyse qui est plus fine, mais cette analyse plus fine-là, on ne la voit pas si tout ce qu'on fait, c'est une analyse de la migration latérale annuelle moyenne. Donc, c'est un avantage qui est assez intéressant de la méthodologie que j'ai mis de l'avant, c'est de venir chercher ces dynamiques très particulières, mais qui demandent vraiment là, une attention plus fine. Par contre, faut comprendre que c'est une méthodologie qui demande un temps de traitement qui est très considérable. Donc, on parle de plus de 6 mois de travail là, uniquement pour la caractérisation de la migration latérale sur la rivière du Bouc. Essentiellement, j'avais 22 km de linéaire. Là. 6 mois, c'est considérable. Et évidemment, ça vient générer énormément de données parce qu'on fait une analyse de la mobilité pour chacune des périodes, pour chacune des berges, pour chacun des tronçons. Donc, on vient là, c'est une quantité de données qui est exponentielle. Je termine donc avec les points à retenir, si on veut. Donc, tout d'abord, l'analyse de la mobilité par période là, permet donc de garder, d'avoir une meilleure représentation de la migration amont-aval. Aussi, la distribution des valeurs possibles, donc les distributions que je vous ai présentées, permettent en fait d'aller chercher un peu une définition associée aux événements qui sont morphologiquement extrêmes à l'intérieur de nos tronçons. Et enfin, évidemment, là, on fait une proposition assez intéressante là, de l'intégration des événements qui sont morphologiquement extrêmes pour la cartographie de la mobilité, parce que ultimement, je pense que c'est un enjeu là, qui est à prendre en compte dans notre méthodologie. Donc voilà. Non, des questions. Oui, super intéressant, les deux présentations, là, vraiment super intéressant. Ça me sort complètement de ma zone de travail habituel. Je réalise la complexité des données puis le temps que ça peut prendre. Je suis curieuse de savoir, puis c'est une question que j'avais pour la présentation d'avant aussi,
si vous, une prochaine étape, ça serait peut-être utiliser du machine learning pour entraîner les machines à reconnaître les tronçons, les images, pour voir. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous explorez dans l'équipe? C'est pas quelque chose qu'on explore à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose dont on discute beaucoup. Je pense qu'on aimerait beaucoup ça éventuellement essayer. Mais moi, personnellement, dans la littérature, je pense que j'ai lu un article sur le sujet, mais ça pleut pas. Là. Fait qu'il Ouais. y a pas d'autres, il y a pas beaucoup d'exemples à suivre. Vas-y, Maxime. Un peu dans ce sens-là, le machine learning a été utilisé par des producteurs de laboratoire qui ont encadré pour développer des outils d'identification des tronçons qui ont un potentiel de mobilité élevé. C'est difficile à cause de l'incertitude de l'appliquer à du calcul de plus à la projection. Dans certains styles bio, il y a des rivières qui méandrent, puis une progression de l'évolution des méandres assez prévisible. On pense par exemple à l'Amazon, le Mississippi, c'est des boucles de méandres qui se déplacent de façon directionnelle à peu près tout le temps qu'il y a des recoupements éventuellement. C'est prévisible peut-être dans ce contexte-là. Et dans beaucoup de rivières, il y avait comme une charge de fond, puis comme une quantité de sédiments aussi, puis en grand volume, qui fait que c'est plus imprévisible comme comportement qui rend ça difficile. Qui rendrait ça difficile, je pense. Alors, en lien avec cette question-là, parce que, vous allez me corriger si je me trompe, de toute façon, les rivières de type gouffre sont d'abord des inondations extrêmement rapides qui sont produites en relief montagneux, dans la zone de dans ce cas-là, les sédiments sur effectivement. Ma question, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 pour avoir quelque chose qui s'est passé, quelque chose en particulier au niveau météo, au niveau de la sédimentation, développement de l'aménagement, modification de pleine alimentation? J'ai pas toutes les réponses à cette question évidemment parce que je n'étais pas vue. Mais non, mais excusez, mais ça c'est mon point, c'est qu'on en a parlé avec Thomas. Puis quelque chose que je ne savais pas, c'était le dragage. Je n'étais pas au courant. C'est toutes des situations en Gaspésie auxquelles moi je ne suis pas du tout familière. Mais en effet, le dragage aurait peut-être eu une influence sur la dynamique de nos rivières. Par contre, on parle d'une période qui est quand même plus récente pour le dragage, c'est 80 ans. Est-ce que ça aurait pu avoir une influence ou changer les dynamiques de certaines rivières en Gaspésie? Peut-être, mais au-delà de ça, je ne sais pas. Peut-être compléter. Oui. Il y a des événements, stations intenses qui ont eu lieu en 79. Ça fait 3 années qu'il y a des événements. Des crues élevées. Ça peut expliquer. Dans certains cours d'eau, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diminution de la sinuosité liée aux activités de dragage, mais aussi liée à la nappe du bois. On diminue la sinuosité des rivières pour que le bois ne fasse pas des embarques un peu partout. Fait qu'on a linéarisé les cours d'eau. Il y a une phase de linéarisation des cours d'eau en 4 ans. On a arrêté d'entretenir les cours d'eau. Mais il y a eu des reprises de mobilité dès la première crue importante qui est survenue dans les autres. Dans le suite aux événements depuis que Tom mentionne, par la terre de l'eau, particulièrement, il y a eu énormément de glissement de la rivière qui a pu localement obstruer et créer des bassins d'élargissement spéculatif, mais peut-être des plages localisées aussi. Et Daniel, c'est un commentaire. Donc, l'Atlas hydroclimatique du Québec ne permet pas de produire des phénomènes orageux qui se produisent en zone de rue. Il y a des phénomènes qui ne sont pas là. C'est un bon exercice parce que ça montre à quel point le travail que vous faites, c'est vraiment très complexe parce que ça combine à la fois des phénomènes et aussi des événements. C'est un travail à poursuivre, c'est très complexe, je vous félicite. Personnellement, ça fait un travail juste par la partie